Bonjour, bienvenue à la librairie du cinéma du Panthéon. Pour cette nouvelle édition du Ciné BD Parcours 5 ambules, nous recevons Jules, l'auteur de son dernier album 50 nuances de grec, tome 2, qui sortira en novembre prochain. C'est ça ? Cette session est animée par nos amis du magazine Papier Nickelé, donc Yves et Stéphane, et nous sommes accueillis par Hervé à la librairie du cinéma du Panthéon. Le parcours BD donc, fête cette année sa 6e édition, au cœur du 5e, 30 auteurs, 7 expositions, du 1er septembre au 15 octobre. Et ce week-end, les rencontres et dédicaces, donc samedi 28 et dimanche 29, au sein du quartier. Merci beaucoup. Alors, pour dire un mot quand même de la revue, Papier Nickelé, c'est une revue qui existe depuis 16 ans et qui s'intéresse à tout le patrimoine dessiné, donc la bande dessinée, l'illustration, le dessin de presse, l'affiche, la gravure et l'imagerie. Toutes périodes confondues, tout pays confondu, avec des correspondants dans une trentaine de pays qui nous envoient des infos, ou des articles bien sûr, voilà. C'est une revue qui ne cherche pas trop le lien avec l'actualité, qui cherche plutôt à parler de choses de fond. Et les rubriques d'actualité que nous avons sont juste consacrées aux affaires de justice, à la censure, et nous répertorions tous les dessinateurs récemment décédés chaque fois. C'est la rubrique la plus lue du journal, puisque c'est là en général que les dessinateurs apprennent la mort de leurs copains, puisqu'on n'en parle pas beaucoup dans la presse. Voilà pour Papier Nickelé, qui est un trimestriel, auquel on peut s'abonner. Il y a un site, il y a une page Facebook, il y a une télé sur YouTube, est-ce que j'oublie? Je ne sais pas. Voilà, c'était pour présenter Papier Nickelé. Donc je passe la parole à Stéphane Grosbeau qui va être un c'est vrai qu'on aime bien lire la nécro, ça. Oui, tout le monde lit la nécro. Est très bien faite. J'espère y être un jour, y avoir les honneurs. Et bon, j'espère que ce sera moi qui pourra la faire. Messieurs, s'il vous plaît, avant d'être dans la nécro, vous voyez, l'idée quand même c'est qu'on s'intéresse aussi aux auteurs de BD vivants, hein, c'est pour ça qu'on t'invite, et merci d'avoir répondu à l'invitation, avec l'idée que sur notre chaîne YouTube, on fait un certain nombre de portraits d'auteurs à l'occasion de leur actualité aussi, et puis aussi porter un regard rétrospectif sur leur carrière. Donc c'est ce qu'on va faire avec toi, nous allons dialoguer tous les trois, en suivant un petit diaporama qu'on a concocté un petit peu pour reparler de ton parcours. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle Ciné BD notre rencontre? C'est parce que, en discutant avec toi, on voit bien que tu es énormément influencé par le cinéma, on va parler de certains de tes films cultes, et que ton œuvre est en train de se décliner, est en train d'être, on va dire, vraiment transformée par des séries sur Arte. On parle aujourd'hui de transmédia, c'est-à-dire que il y a des porosités de plus en plus importantes entre le cinéma, la télé et la bande dessinée. Et je crois que tu as un exemple assez flagrant de ça. Et on axera la dernière partie de nos discussions sur cette notion de transmédialité qui aujourd'hui est beaucoup discutée dans le monde entre le 7e et le 9e art. Voilà. Alors, dans le dernier numéro de Papier Nickelé, on a un dessin que tu as fait. Est-ce que tu te rappelles à quelle occasion tu as fait ce dessin? Oui, parce que périodiquement, les éditions d'Argo, qui chapeautent historiquement le journal Pilote, republient certains numéros un petit peu à des occasions anniversaires. Et donc il y avait eu un numéro un petit peu, un genre de hors-série sur Pilote qui traitait des rapports entre cinéma et bande dessinée. Évidemment, il fallait trouver, comme souvent, moi j'aime bien utiliser des icônes, des chromos, des grandes figures de la culture pop, et de les mélanger. C'est ce que je fais pour mes albums en général. Donc c'est ce que j'ai fait aussi pour cette couverture avec un petit mélange de Peanuts et de Snoopy avec Marilyn. Mais c'est vraiment c'est histoire de mettre en scène des icônes en les décalant un petit peu. Mais t'es pas le seul, parce que je crois que Yves, dans un numéro, on a vu qu'il y a plein de gens qui ont repris Marilyn Monroe comme ça. Oui, en fait, c'est une série d'articles, enfin bon, disons, ça pourrait être un très long article qui découpe, l'auteur découpe en plusieurs chapitres. Il va y en avoir 3 avec le numéro qui va sortir, ou le numéro suivant, je ne sais plus, parce que je commence à les mélanger. Et il répertorie tous les gens qui ont utilisé la fameuse scène de Marilyn sur sa bouche de chaleur et qui en ont fait des gags. Alors ça, il y a des variantes à l'infini, on pourrait pratiquement en faire un bouquin. Ouais. Voilà.
Il y a des thèmes comme ça, il y a des images Qui marque. qui parlent à tout le monde, voilà, et c'est comme ça. Et alors, ton film préféré avec Marilyn Monroe, est-ce qu'il y en a un qui se dégage? Je sais pas, il y en a plein que j'aime, mais en fait, il y en a un que j'ai revu avec mes filles récemment et qui marche à tous les coups. Ça reste certain même show quand même. Moi, j'aime bien la scène, notamment le début, la scène du train où il picole en cachette, etc., avec les couchettes. C'était une espèce de grande source de fantasme enfant, puis ça continue à être assez fondard. Alors, donc effectivement, ton parcours, tu as commencé comme dessinateur de presse, hein, c'est toujours le cas. Alors peut-être revenir sur quelque chose, avec ton travail avec Charlie Hebdo, sur une trilogie, je crois que tu avais fait Liberté, Égalité, Fraternité. Voilà, alors c'était des livres collectifs en fait, hein, avec des recueils de dessins de l'équipe de Charlie, mais j'avais eu cette idée justement de les décliner en 3 couleurs. C'était après Kieslowski qui avait fait ses films sur les 3 couleurs. Et de la même façon, on s'est dit voilà, on va faire 3 albums comme ça, et avec des thématiques, parfois c'était un peu rentré au chausse-pied, quoi, mais c'était marrant du coup de faire ce truc en continuité, mais c'était avant que les grands nuages s'accumulent autour du dessin de presse, de Charlie, des affaires des caricatures internationales, et donc on avait encore une espèce de candeur d'une certaine façon, une espèce de fraîcheur qui n'avait pas vraiment été encore totalement fissurée quoi, par les différents drames et psychodrames autour de tout ça. Et comment tu étais arrivé à Charlie Hebdo? Est-ce que tu es arrivé du jour au lendemain, on a vu des... Oui, en fait, le vrai truc, c'est que moi, j'étais sinologue, hein, j'enseignais l'histoire chinoise en parallèle, j'étais pas dessinateur intrinsèquement. C'était pas mon métier au départ, mais bon, j'étais quand même assez jeune, j'avais fini mes études, et en fait, j'ai fait le truc à l'ancienne, comme on décrit dans toutes les aventures de Spirou, de Gottlieb, de tout ce qu'on veut, qui était d'arriver avec un petit carton à dessin sous le bras et puis toquer aux rédactions. Donc j'avais fait le tour un peu des rédactions. Et en fait, Charlie, j'avais déjà publié pendant 1 an au Nouvel Obs quand je suis arrivé à Charlie. Donc je plaçais un dessin par semaine à l'Obs. J'avais eu un petit espace, un petit encadré, ce qui était cool. Et donc voilà, et je suis allé à Charlie un jour, j'ai apporté mes dessins, j'avais un gros tas de dessins parce que je savais qu'il fallait pas arriver avec juste 2-3 blagues, mais qu'il fallait pouvoir montrer qu'on tenait la longueur. Et puis les dessins sont montés, moi j'attendais en bas. Et puis j'entendais les gens se marrer, etc. Et je sais que Luz et Cabu avaient bien accroché avec mon boulot. Et du coup, ils m'avaient dit, bah viens assister à un bouclage un jour, etc. Et souvent, ça se fait comme ça. Catherine Meurice, moi, j'étais déjà depuis 8 ans à Charlie, je crois, quand elle est arrivée. C'était aussi de la même façon. On lui a dit, bah viens voir un bouclage, reviens la semaine prochaine. Donc petit à petit, comme Gaston Lagaffe, dans la rédaction du journal Spirou, on commence à se fondre dans le décor. Et puis on se fait intégrer de manière presque organique, petit à petit. Mais mon premier dessin publié dans Charlie, je me souviens bien, c'était pendant que l'OTAN bombardait Belgrade et que Milosevic organisait des concerts de rock sur les ponts. Donc c'est un petit moment, c'était 99 je crois. Ah oui, papa, ça fait il y a 20 ans. 20 ans. Purée, c'est 20 ans, mais... Alors, toujours flashback, une de tes premières bandes dessinées, et c'est quelque chose qui va pas te quitter jusqu'à Angoulême l'an dernier, c'est une espèce on va dire de militance pour l'écologie et pour les problèmes. Alors il faut tuer José Bové, cet album n'est pas une marchandise, donc effectivement une dénonciation de la société de consommation, ça te tient à cœur ça? Alors moi je fais pas trop ni dans la militance ni dans la dénonciation, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui moi m'obsèdent. En général, je pense que très souvent pour les auteurs d'humour, et les dessinateurs en particulier, mais pas seulement, les humoristes, il y a toujours une base soit de déprime, soit d'angoisse, soit de malaise par rapport au monde environnant ou par rapport à sa propre histoire. Et que du coup l'humour c'est une espèce de dérivatif, de truc salvateur qui peut ouvrir un peu quelques perspectives. Et c'est sûr que moi depuis l'enfance je suis très angoissé de tous ces trucs d'environnement. Je fais des tonnes, et étant enfant je faisais des tonnes de dessins sur l'hiver nucléaire, des trucs comme ça. J'avais vu à la télévision des feuilletons comme ça qui montraient toujours ces trucs où les gens étaient dans des abris anti-atomiques et puis ils ouvraient une espèce de trappe comme une bouche d'égout comme ça, puis sortis, puis leur quartier avait été rasé, il n'y avait plus rien. Ce truc-là, ça m'habite encore aujourd'hui, c'est une espèce de terreur d'enfant, et donc évidemment ça m'intéresse. Mais en même temps, je me rends bien compte que faire des choses un peu prêchi-prêcha, uniquement pamphlétaires ou didactiques, ça marche pas non plus. Et donc je sais très bien aussi qu'on est tous contradictoires, et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant nos propres contradictions. C'était le cas avec ça, parce que bien sûr on était liés avec Charlie à tout le mouvement des forums sociaux mondiaux, etc., de cette contestation, mais qui était protéiforme. Donc en fait, c'est une façon de balayer devant sa porte, de rire d'abord de soi pour pouvoir justement continuer à avancer. Et on est plus fort face aux contradictions quand on a réussi à avoir un peu de distance au rôle. Les gens qui se prennent trop au sérieux et qui sont très très militants, en fait au premier choc ça craque. Donc c'est un peu le chêne et le roseau, ça permet de tenir ferme sur ses convictions, justement, pouvoir un petit peu rire des choses à la marge pour que les choses principales, la colonne vertébrale tiennent. Garder la distance quand même.
garder de la distance parce que de toute façon, après tout, à quoi bon, et il y a une forme aussi de relativisme culturel permanent. Moi, je sais que du coup, j'ai des études chinoises, j'ai travaillé dans plein d'endroits un peu sur Terre. Je me rends bien compte que des choses qui nous paraissent non négociables, très évidentes, le sont pas ailleurs. Et donc, à moins de rayer de la carte une bonne partie de la planète Terre, il faut réussir à comprendre qu'il y a des gens différents de soi. Quoi. Voilà. Alors, des gens différents de nous, effectivement, le clivage, le choc des civilisations, Huntington, et toi tu en fais la croisière s'amuse, et tu es publié dans l'Écho des savanes. Alors, cette image, elle est quand même très forte de dénoncer finalement. On serait effectivement, Ben Laden serait le fils caché de George Bush, quoi. Ça serait un peu. Encore une fois, on reste sur les icônes. Vous voyez, la couverture, c'était vraiment traité comme une icône byzantine. Voilà, oui, c'était cette espèce l'enfant monstrueux. Il y a un côté un peu comme dans David Lynch, comme dans Eraserhead, avec cette espèce de bébé monstre comme ça qui vagit au fond du berceau. Et donc ce truc-là, voilà, c'est tout l'imaginaire qu'on peut utiliser. Si on parle de cinéma, il y a toujours ça. Et puis effectivement, c'était comme cette espèce de grand jeu de marionnettes avec ces personnages qui étaient mis en avant, et puis qui évidemment dissimulaient des considérations bassement économiques, bassement stratégiques, et que ce soit à la fois les organisations islamistes ou les agences américaines, chacun jouait son jeu, et nous on était là à observer cette espèce de petit théâtre. C'était marrant aussi de mettre en scène le fait que personne n'était dupe. Voilà. Alors tes titres font toujours référence, je crois, à des séries télé ou à des films. Alors on va voir dans le public, est-ce que la croisade s'amuse, ça vous évoque une série télé? On va voir si vous arrivez. Vous-même, vous avez grillé le truc, parce que vous avez dit la croisière s'amuse en présentant la... C'est pas vrai. Ah si. Voilà, le lapsus, voilà, comme voilà. C'est la deuxième fois que ça arrive. Il faut faire qu'on fasse attention. C'est la deuxième Bon, fois alors que ça après arrive. on fera un jeu, vous allez gagner des trucs, donc là c'était hors compétition, donc c'est pas grave. Donc, Non mais le lapsus pour moi c'est vraiment le cœur du truc. Quoi. Voilà, c'est ça. le moteur. C'est le moteur, d'accord. Le lieu du lapsus, c'est le même endroit que le lieu de la blague de l'auteur de BD. Oui, tout à fait. Et donc tu étais fan de ça quand tu étais plus jeune? J'aimais bien, c'est des après-midi d'ennui, on regardait ça comme ça. C'était hallucinant. J'adorais, quand on voyait comme ça le bateau vidéo du générique et tout, ça m'était en une espèce de rayon de bonheur dans un monde un peu triste. C'était c'était sympa. Voilà, alors continuons. Alors là tu es Goscinny, on va parler de Goscinny qui est quelqu'un de très important pour toi. Et le prix Goscinny pour quelque chose qu'on t'y attend moins là-dedans, mais c'est biographique, le guide du moutard. Comment ça vient? En fait, c'est le prix du scénario. Du scénario, voilà. Et non, mais ça, c'est parce qu'en fait, c'était une année où justement, c'était assez compliqué. J'allais avoir un enfant, je l'avais jamais eu. Je trouve ça tout assez intéressant. Et puis, j'avais du mal à me concentrer sur d'autres projets qui étaient déjà en route. J'étais assez occupé et donc je me suis mis à tenir un peu un journal marrant comme ça pour moi-même. Et après, je me disais, oui, ça peut être très rigolo de raconter ça. Donc ensuite, ça a pris une autre dimension. L'éditeur, parce qu'on parle d'Albin Michel, de l'Écho des savanes depuis tout à l'heure. C'est là où j'ai vraiment commencé à publier en dehors de la presse. Et cet écosystème Albin Michel qui est historiquement celui de René Pétillon, Vuillemin, Véron, Bretéché, etc., qui sont moi des gens que je lisais, que j'admirais et tout, et le fait d'avoir pu finalement m'enraciner dans leur sillage, c'était génial. Et donc il y avait Hervé de Singe, qui était un éditeur historique, tonitruant, bordélique, un peu escroc, super marrant, qui me marquait vraiment une époque un peu révolue d'une certaine façon de l'édition BD. Ça n'existe plus, ça maintenant, il y a des avocats, des bilans comptables, des choses comme ça, c'est beaucoup plus sérieux. Donc à l'époque on faisait ça, et lui tout de suite il a vu le truc, il a dit on va faire un album de ça, et puis ça marchera. Tu sais que quand tu as fait ça, je t'ai haï. Parce que depuis déjà quelques mois, je préparais un livre qui devait s'appeler Le Guide du Moutard. Sans déconner. Je dis à l'enfoiré! Le plagiaire par anticipation, comme on dit. T'as échappé à des emmerdes parce que Glénat ensuite a racheté Albin Michel et Glénat a dû payer un gros chèque à en fait une association lyonnaise de promotion culturelle qui s'appelait Le Guide du Moutard. Et ils ont réclamé du fric, ils n'avaient pas bien vérifié. Donc finalement, je t'ai sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Alors, peut-être reparlons de Goscinny, parce que Goscinny c'est quelqu'un d'important pour toi. Il y a un épisode de Silex and the City, on en regardera un plus tard, mais là, pour vous dire qu'ils sont sur Arte, où tu rends vraiment hommage à Astérix. Alors, ton rapport à Goscinny et Astérix, dernièrement, effectivement, on a vu une belle expo des originaux qui ont été donnés à la BNF par Uderzo. Et ce rapport au comique, comment ça t'a influencé énormément? Alors pour moi, c'est très évident parce que étant enfant, je suis rentré dans la bande dessinée en bonne partie par des créations qu'avait écrites
et imaginez Goscinny, Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas, Is No Good. C'est quand même l'alpha et l'oméga de l'humour dans la BD franco-belge. Il y avait des choses merveilleuses et intéressantes, mais qui n'étaient jamais aussi drôles. Ensuite, il y a eu Franquin, et puis Gottlieb. Et en gros, et si on ajoute Réserve, pour moi, c'était vraiment le tabouret sur lequel j'ai appris à me dresser quoi, hein, dans le dessin. C'était vraiment important. Et donc Goscinny, ouais, c'est toujours quelque chose qui moi, m'importe énormément. Bon, il a fait sa propre œuvre, il ne s'agit pas de la copier, mais du fait de reprendre Lucky Luke aujourd'hui et d'être dans ce siège-là, il y a une espèce de fidélité naturelle que je suis très content de porter, quoi. Alors, est-ce que beaucoup de gens disent que Mission Cléopâtre est la meilleure adaptation? Je ne sais pas si beaucoup de gens le disent, j'ai l'impression que tout le monde le dit. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que... C'est super marrant, mais en fait, moi j'étais de toute façon un fan et un spectateur assidu des Nuls et de l'univers de Chabat et consorts. Et donc, en fin de compte, c'est cette rencontre-là super efficace, super moderne. Et pareil, c'est aussi, c'est à la fois le début et la fin de quelque chose, ce film Mission Cléopâtre. Ne serait-ce qu'avec le casting, c'est aussi la fin d'une forme d'âge de l'innocence, parce que quand même, dans le même casting, on avait Dieudonné, Alain Chabat, c'est-à-dire des trucs qui ne pourraient plus se faire aujourd'hui. Si on reprend l'affiche de Mission Cléopâtre, voilà, et ça n'a jamais été refait de la même façon. Voilà, c'est un peu le chant du cygne de cette période des nuls. Et sauf erreur de ma part, une participation de Tanino Liberator. Ah oui, Liberator a bossé sur les costumes, je crois. En fait, certains décors et costumes. Tout est vraiment dans le sillage de la BD en général, quoi. Il y a plein de choses riches qui sont dans ce film. Ouais. Alors, comment tu arrives, finalement, tu es scénariste aussi, et là, maintenant, tu es très connu pour avoir repris le scénario de Lucky Luke avec HD sur 2 volumes, L'Interpromise et Un Cow-Boy à Paris. Alors je viens de rendre le prochain. Déjà. Il sortira dans un an, parce qu'il faut presque un an pour le dessiner pour HD. Ouais. Et donc j'ai passé l'été dessus et je l'ai rendu, là, le numéro 3 de cette collaboration. Alors, cette question de comment on trouve de l'inspiration. Est-ce que tout comment on se glisse dans l'univers, qui est un univers fort quand même, hein, Lucky Luke, c'est pas n'importe quoi. En fait, je pense que beaucoup de gens le font inconsciemment, un peu à la version Monsieur Jourdain. C'est-à-dire que les enfants, quand ils lisent des séries qu'ils adorent et qu'ils lisent et relisent, c'est comme les fanfictions aujourd'hui. Ils inventent des histoires connexes. Quand ils font leurs dessins dans leur petit carnet, dans les marges de leur cahier et tout, ils font des blagues sur Astérix, sur Naruto, sur Dragon Ball aujourd'hui, sur des personnages qu'ils adorent. Ils inventent des suites à Harry Potter, des suites... Et de la même façon, moi dans ma tête, j'ai fait 1000 histoires de Lucky Luke, 1000 histoires d'Astérix, j'en avais des histoires. Finalement, c'était pas complètement naturel, c'était complètement naturel. Mais en revanche, l'idée que je puisse les montrer au public et en faire des œuvres cohérentes, c'est ça qui est étonnant. Donc le fait de se glisser derrière quelqu'un, finalement, beaucoup de gens le font. Moi, on m'a donné la chance de pouvoir lui donner une grande caisse de résonance. Alors ensuite, bien sûr, il faut se plonger, lire, relire tous les Lucky Luke, déjà pour pas remarcher dans les pas de choses. Parfois il y a des gars qui vont dire c'est trop bien ce gars, je vais le mettre et tout. Et du coup j'ai une espèce de petit Jiminy Cricket intérieur qui se réveille et qui me dit attends, vérifie quand même dans tel album. Et effectivement il existe déjà le gag, la blague a déjà été faite, je l'avais oublié, c'était rentré quelque part derrière. Donc là il faut faire déjà, pour pas faire les mêmes gags, ensuite pour pas mettre d'incohérence, et puis ensuite avec ce truc-là qui est qu'il ne s'agit pas de faire du vintage ou ce serait pas du... comment on appelle ça, du deep learning, où en fin de compte, avec le big data des 70 ans de Lucky Luke et des 80 albums qui existent, on peut reshaker un petit peu tous les ingrédients et faire à 10 tomes des albums par intelligence artificielle de Lucky Luke c'est comme ça, on n'a qu'à faire des histoires. Il faut que ce soit quelque chose d'original, à la fois fidèle mais complètement d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois d'être surprenant, d'être nouveau, en même temps, sans casser les codes non plus. C'est un peu, voilà, d'être sur la ligne. C'est cette difficulté-là, avant tout. C'est-à-dire de ne pas être... de pas faire du Lucky Luke au kilomètre, de faire quelque chose qui fasse un petit peu sens. Quoi. Et tu vas en faire combien? Jusqu'à ma mort, normalement. Ah bon? Jusqu'à ce que je sois dans la nécro de Papier Nicolas. D'accord. On va la préparer d'avance au cas où. Alors, c'est comme pour Chirac. une autre question similaire, on a le studio Idéfix qui va produire quelques Lucky Luke en animation. On a un Lucky Luke avec Jean Dujardin au cinéma. Alors, quelle est pour toi la meilleure adaptation de Lucky Luke aujourd'hui? En fait, notoirement, les films de Lucky Luke live n'ont jamais été des espèces de grands chefs-d'œuvre. Il y a toujours un côté un peu nanar.
alors que finalement les films d'anime, il y en a qui sont vraiment bien. Et moi, voilà, Daisy Town, je l'avais vu au moment de la sortie étant enfant, donc je garde une espèce d'affection particulière pour celui-là, même si graphiquement on voit c'est des trucs avec des cellulos, c'est vraiment de l'anime à l'ancienne, hein, l'anime à la papa, mais quand même il y a un charme que j'aime bien. Mais bon, enfin, je crois Tous à l'Ouest, je crois que ça s'appelait aussi celui qui est sorti, était chouette aussi. Enfin, c'est pas mal en anime, c'est rigolo. Alors, maintenant, comment tu arrives à travailler avec Charles Pépin, parce qu'on va évoquer 50 nuances de grec, où Charles est toujours là, mais vous commencez par revisiter le monde de la philosophie. Alors c'est un pari, on fait des cinéphilos maintenant, donc il y a une mode de la philo, et c'est vrai que la philo BD, c'est un peu café philo, tout ça. Donc comment tu arrives à voyager dans la planète des sages et à faire une parodie de Gaston Lagaffe, qui s'appelle Platon Lagaffe? En fait, le point de départ, c'était avant même de m'associer à Charles Pépin, il y a un journal qui s'est créé, à partir de rien, et dès le numéro 0, j'étais auprès des gens de Philosophie Magazine, qu'on crée ce journal là maintenant je crois une douzaine d'années, et c'est un énorme succès de presse, hein, parce que il y a beaucoup de créations magazines, tout se pète la gueule, les journaux s'écroulent les uns après les autres, quotidiens, hebdo, mensuels, et eux, ils ont réussi à tenir et à créer un truc vraiment original, vraiment singulier, avec des signatures extraordinaires, et donc pendant... voilà, 10 ans, j'ai chaque mois dans Philosophie Magazine fait une page de BD en rapport avec la philo. Donc j'avais inventé cette espèce de petit truc de gag en une page sur les philosophes. Et quand il s'agit d'en faire un album, parce qu'il y avait suffisamment de pages pour faire un recueil, tout seul ça me paraissait un petit peu cru, j'avais besoin de développer, d'avoir un petit peu de mise en perspective sur qui était qui, et donc j'ai hésité à entreprendre un étudiant payé au lance-pierre juste pour faire des petites fiches Wikipédia au regard des pages de BD. Et après je me dis quand même ce serait mieux s'il y avait un vrai contenu, une réflexion, quelque chose d'approfondi, de différent, de contradictoire. Et Charles Pépin qui écrivait aussi dans Philosophie Magazine, et c'est comme ça que je l'ai connu, et je trouvais qu'il avait vraiment une espèce d'esprit à la fois malicieux et en même temps fin, et donc on s'est associés, et depuis on est devenus très amis autour de tous ces projets, et on a fait toute une série, sachant que La Planète des Sages, pour laquelle il existe 2 tomes, c'est un petit peu, je dirais, la théorie, et Platon Lagaffe, qui est les philosophes mis en scène dans la vie de bureau, c'est la pratique, en fait. Donc c'est un manuel théorique, manuel pratique. Voilà. Alors du coup, on pense à La Planète des Singes, c'est fait exprès, donc ça fait partie de mes titres, hein, comme toujours, c'est des titres recyclages, on a vu passer tout à l'heure Da Vinci Digicode. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, tu trouves d'abord tu trouves un bon titre et tu te dis je vais faire le truc qui est dedans, ou tu le trouves à la fin? Non, quand même je le trouve en cours de route la plupart du temps. Silex and the City, ça devait s'appeler La petite caverne dans la prairie au départ. Et en fait, mais c'était trop, générationnellement ça marquait un truc un peu pour les vieux, alors que Silex and the City c'était vraiment plus d'aujourd'hui. Voilà. De la même façon, oui, parfois j'ai hésité. La Planète des Sages, j'avais plein de blagues possibles, et puis finalement ça a bien fonctionné comme ça. Mais c'est vrai, donc là, ça va, il y a des séries, ça c'est un film, ça c'est une série de bande dessinée, Da Vinci Digicode c'était aussi un blockbuster, Le Guide du Moutard, c'est des guides de voyage, aussi bien, il faut que ça vienne de la grande culture populaire, de n'importe où, mais il y a un de mes albums qui s'appelle aussi À bout de soufre, donc ça peut être vraiment dans des choses juste qui participent de plein de domaines différents. Alors qu'est-ce qui fait que là, bizarrement, parce qu'avec 50 millions de Grecs, on est un peu sur le même système, qu'est-ce qui fait que ça, c'est pas devenu une série finalement? On aurait pu faire la série des petits philosophes sur Arte, tu n'y as pas pensé ou c'était... Si, mais en fait, pour le coup, on aurait pu, on y a un peu pensé, mais on peut pas tout faire. En fait. Le vrai truc, c'est que moi, en fait, j'enchaîne un truc après l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de latence d'un projet à l'autre, donc il faut éliminer des choses. Le problème de La Planète des Sages, c'est que c'était quand même de la philo. Donc le public était un petit peu plus restreint par rapport à Silex and the City ou 50 nuances de grec, qui touche tout le monde, c'est transgénérationnel, et l'idée d'Arte c'est d'être un peu justement, d'avoir 3 générations devant le poste à la même heure. C'est clair que des enfants de 10 ans, ils vont pas forcément se passionner pour Wittgenstein, alors que pour la préhistoire ou pour l'antiquité grecque, la mythologie grecque, même si on parle de questions monétaires européennes à travers ces prismes-là, ça va les faire marrer, alors que ce ne serait pas le cas pour la philo. Alors là, une photo un peu compromettante, on voit avec un dictateur et un président français qui est un peu décrié. Et leur femme à l'arrière-plan, c'est assez intéressant parce que la dame en bleu c'est Peng Liyuan, c'est la première dame chinoise et elle vole des tours. Qu'est-ce que tu fous là? Et ouais, en fait c'est le soft power français maintenant. Avant on faisait venir
Sartre ou des grands intellectuels. Maintenant, c'est des dessinateurs de BD. C'est un peu signe des temps. Oui, c'est un signe des temps complet. Oui. Mais ceci dit, c'est à la fois assez marrant. De façon générale, de manière à l'international, la France a envie de mettre en avant à la fois l'animation et la bande dessinée, qui sont des secteurs où la France se distingue sur la scène mondiale. Ils sont vraiment, que ce soit Angoulême ou le marché de la BD en général et tout, la BD c'est quelque chose de très singulier pour la France. D'ailleurs, l'année prochaine, 2020, c'est proclamé année de la bande dessinée en France, il va y avoir plein de trucs autour de ça. Et de fait, c'est un élément de soft power. Et en plus, moi j'ai un peu d'une certaine façon la carte au club, parce que à la fois j'ai fait des études un peu sérieuses, je suis historien, j'étais spécialiste de la Chine, mais ce genre de scène comme ça, alors là c'était un peu un truc ironique, parce que sachant que tous les dessinateurs chinois sont en tôle, hein, donc de donner voilà, un album sarcastique à Xi Jinping, c'était un message un petit peu crypté en disant voilà, nous en France, non seulement les dessinateurs, on les laisse faire et publier ce qu'ils veulent, mais en plus ils font les voyages officiels et en plus ils dînent avec vous et en plus ils vous donnent des albums. C'était la traduction chinoise de cet album. C'était Zhe Zhe Xin Qiu, c'est le titre de La planète des sages en chinois. C'est paru en Chine. C'est paru en Chine avec censure, c'est-à-dire qu'ils ont retiré la page sur Karl Marx quand même. C'est intéressant, ça m'intéresse pour mon prochain bouquin. Mais ça c'est la censure art chinoise, c'est-à-dire disons, on ne publie pas si vous n'enlevez pas Marx, alors moi à l'idée de ne pas être publié, j'ai trouvé ça dommage, donc j'ai dit ok, coupez Marx si vous voulez. Enfin ils ont gardé Bakounine, machin, donc le principe est un peu bizarre. Mais par exemple j'ai déjà été censuré pour le même album en Espagne, mais là ils ne me l'ont pas dit. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé la traduction espagnole que j'ai regardé vite fait, comme ça j'ai dit ok c'est bon. Mais ensuite le vrai truc c'est qu'il y a une page sur Machiavel notamment, et le gag c'est Machiavel qui est directeur éditorial d'un tabloïd, genre Gala, Voici, je sais pas quoi, et lui, donc Machiavel, conseiller du prince, c'est le spécialiste des têtes couronnées. Donc il fait toutes les unes, un peu kitsch, glamour, etc., sur les différentes têtes couronnées d'Europe. Et puis à un moment, il y a une salle, c'est avec des détails, il y a toutes les unes du journal, avec les couvertures un peu tape à l'œil, racoleuses, et donc plutôt outrageantes. C'est ce qui était marrant. Donc Siméon de Bulgarie vomit dans son bain, Princesse Diana, couche machin, Laurie, couche avec... Et il y avait notamment une avec Princesse Laetitia, elle avorte à Ibiza. Et ils n'étaient pas obligés de les traduire, ils pouvaient les garder, parce que ça faisait partie du dessin. Donc ils pouvaient les garder comme affiche, comme élément de décor et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, je refeuilletais ce truc en espagnol qui traînait chez moi. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que c'est pas... Et puis, alors, je compare avec l'original. Ils ont changé ce truc qui était écrit en tout petit, hein, comme ça, dans la page. Et Princesse Laetitia, elle avorte à Ibiza, est devenue Princesse Laetitia, les confessions de son coiffeur. Ah oui, effectivement. Et ils me l'ont pas dit. Et je l'ai découvert comme ça dans l'album. Ils l'ont dit à personne. Ah, c'est intéressant. Parce qu'évidemment, on peut pas rire de la famille royale et on peut pas rire de l'avortement en Espagne. C'est chaud en fait. Hein. C'est l'Union européenne, mais c'est un peu différent. Et Silex et les Grecs, là, il n'y a pas eu. C'est traduit partout à peu près en Chine aussi Non, alors non, les Grecs ça commence. Ouais. Silex c'est très difficilement traduit parce qu'il y a beaucoup de références aussi à la politique française, pas seulement dans la langue, mais aussi dans les références culturelles. Donc ça, non, Silex ça se vend assez peu à l'international. En revanche, la planète des sages, tout ça, c'est quelque chose qui a marché vraiment partout. Voilà, mais c'est ce genre de photos comme ça, c'est un peu comme chasser les Pokémon rares. Donc de se retrouver avec des lecteurs genre Jeff Bezos ou Ekrem İmamoğlu, là j'étais il y a 2 semaines à Istanbul, c'est le maire qui a battu Erdogan, le maire d'Istanbul qui est un peu une espèce de Obama turc, moi que j'adore, et c'est assez marrant du coup d'avoir leurs commentaires sur les BD que j'ai fait et qui sont traduits à droite à gauche, et en fait les gens sont assez curieux de ça, quoi. Alors tu as dernièrement fait un truc que peu de dessinateurs font. On a une BD de Jules qui est gratuite, qu'on peut trouver au Festival d'Angoulême. Et tu reviens sur ton thème de l'écologie avec Colloque Wiki. Je montre le petit fascicule là, vous pouvez le trouver ici, ailleurs, et dans plein d'endroits. Donc comment tu es arrivé à retravailler sur ce thème de l'écologie avec le Festival d'Angoulême ? En fait c'était parce que le festival est en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD, qui ont une politique de promotion un petit peu de leur thématique, à la fois les objectifs ONU de réduction de la pauvreté, de réduction de l'impact climatique, etc. Donc ils ont des grands thèmes comme ça qui sont issus des traités internationaux, hein, et avec quand même une perspective un petit peu vertueuse justement par rapport aux grandes thématiques autour de l'environnement et des inégalités en général, de l'accès aux soins, à l'éducation, des égalités entre les sexes, etc. Et donc moi quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit oui c'est assez marrant d'inventer un petit format. Alors là c'est des strips en 3 images
c'est vraiment comic strip quoi. Mais c'était en plus destiné à un public, à un lectorat plus jeune probablement que le mien. C'est pour ça que là pour le coup, pour le titre, j'ai puisé dans l'univers des jeux vidéo avec une blague sur Call of Duty. J'allais pas forcément faire une blague sur Godard ou Truffaut. Mais pour le coup, mettre en scène des gens qui sont un peu ados, qui traînent dans un même appart, c'était un biais qui fonctionnait. Ça peut se transformer en série télé, mon album, ça après? Ça pourrait. Et d'ailleurs, il va y avoir un album en fait en janvier avec plein de nouvelles pages, avec des choses nouvelles, les incendies en Amazonie, Greta Thunberg, etc. Des choses qui nous nourrissent parce que c'est la catastrophe en marche et source de plein de choses. Donc voilà, il va y avoir un album un peu plus sérieux chez Dargaud, en partenariat toujours avec et le Festival d'Angoulême et l'AFD, une espèce de coédition générale. Voilà, un truc un peu plus périn, un peu plus joufflu. Voilà. Donc là, on va venir au cœur de notre rencontre, c'est-à-dire les 2 BD qu'on pourra dédicacer au public, c'est Silex. Alors, pour présenter Silex, effectivement, ça commence en 2009, on est à 8 tomes. Effectivement, l'irrévérence avec Macron est liée, puisque le dernier tome, c'est l'homme de Cro-Macron. On voit Macron qui ramène sa femme par les cheveux. Et c'est vrai que on a vraiment quelque chose d'anachronique. Alors, comment tu es arrivé à travailler, à parler du monde d'aujourd'hui et à travailler vraiment l'anachronisme de façon très à la fois humoristique et en même temps c'est presque philosophique. Les personnages ils sont dans des problématiques d'aujourd'hui, hier, voilà, je trouve ça très intéressant en termes de réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Alors comment tu arrives à produire ça? C'est une espèce de miroir, Moi voilà, j'ai une formation de dessinateur de presse et en dessin de presse on traite un peu tous les sujets, le sport, la mode, les élections, les questions de société, les faits divers et donc c'était une façon de le faire mais un petit peu au plus long cours, de ne pas être prisonnier de l'éphémère et du côté un petit peu des dates de péremption inhérentes au dessin de presse. Et donc pour ça il fallait trouver un décalage, et le décalage de la transposition à la préhistoire était chouette parce que l'imaginaire autour de la préhistoire il ne va pas évoluer énormément et c'est un peu mondial aussi, c'est-à-dire que voilà, on a tous les mêmes références autour de ces questions du paléolithique. Et puis on connaît des choses, mais la plupart des choses on ne les sait pas, donc c'est comme une page blanche, donc dans les interstices on peut mettre ce qu'on veut. Avec la préhistoire. Et donc j'ai fait un premier album sans savoir si j'en ferais d'autres. Là il y a 8 tomes, il y a eu 5 saisons de la série en dessin animé, c'est-à-dire 180 épisodes. C'est un vrai univers cohérent et là je travaille sur le long métrage, ce qui fait que voilà, c'est appelé, comme c'est comme un miroir tendu vers la société, tant qu'il se passe des choses autour de nous, il peut y avoir la contrepartie préhistorique dans Silex and the City. Donc chaque nouveau personnage, chaque nouvel événement voilà, et a son avatar transposé à la préhistoire. Donne-nous un peu des détails sur ce long métrage alors. Le long, en fait, c'est... Quel rapport il a avec... C'est un scénario complètement original. Ça, voilà, alors c'est le même studio qui fait le dessin animé. Donc en gros, graphiquement, etc., c'est des gens qui ont l'habitude, c'est les mêmes voix de personnages. Donc pour moi, c'est facile aussi d'écrire parce que j'ai déjà une vision très nette de ce que ça peut donner. Donc la vraie différence, c'est le rythme de narration avec un long où ça peut pas être juste des gags à la mitraillette comme dans les 3 minutes qui sont le format de base des épisodes de Silex and the City. Donc c'est ça qui est difficile. Moi, en fait, et là je suis attendu juste sur le bouclage de ce scénario, parce qu'en fait la prod est montée, tout le monde est prêt en fait. C'est pas. Et t'as pas fini le scénario. Non, et le scénario, il y a un traitement, l'histoire est écrite, mais bon, j'ai pas fait le dialoguer, et avec Lucky Luke, avec ma chef, prend toujours du retard. C'est toujours un embouteillage au décollage. Mais c'est ça, donc on espère de pouvoir le faire démarrer très très bientôt. Mais ce sera que de l'inédit. Ça c'est pas de la reprise de gags existants. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile, en fait, d'avoir vraiment quelque chose de neuf. Oui, d'autant plus que sur un long métrage, on peut pas être juste coincé sur notre actu, sauter sur 3 minutes. Voilà. Voilà, et puis on peut pas rebondir sur telle ou telle sortie d'Emmanuel Macron. Alors, juste peut-être une incidente sur un ouvrage là, qui est en compétition pour un prix qu'on remet chaque année avec le salon SoBD. C'est des prix sur les ouvrages traitant de la bande dessinée. Et donc, on a un très beau catalogue fait par le Musée du Louvre, parce que le Musée du Louvre, vous savez, depuis quelques temps, met en avant des dessinateurs et leur rapport au patrimoine. Et là, on retrouve Jules exposé à la petite galerie. Donc du coup, quelque chose qui était a priori pas forcément sérieux a été pris très au sérieux par les gens du Louvre. Comment ça t'arrive cette histoire? Voilà, c'est aussi au travers du travail de Fabrice Douard en fait, qui s'occupe de ça avec le Louvre, qui était commissaire de l'expo. En fait, le principe de la petite galerie du Louvre, c'est de faire dialoguer la culture pop avec les collections.
et de faire venir au Louvre et à cet univers-là un public qui n'est pas forcément le public naturel ou qui délaisse un petit peu les grands musées. Et donc c'est un truc assez malin. Alors ils l'ont fait avec Star Wars, ils l'ont fait avec des jeux vidéo, et là c'était l'année où ils le faisaient avec la bande dessinée. Donc il y avait plein d'auteurs géniaux, morts ou vivants, patrimoniaux ou plus récents. Moebius, c'était avec Moebius, il y avait vraiment énormément de gens, c'était super. Et ils ont beaucoup utilisé Silex and the City au regard de leur collection néolithique, ou là en l'occurrence c'est plutôt une déesse mésopotamienne, orientale. Et donc il y avait un certain nombre de pages de Silex and the City qui étaient mises en avant. C'était génial d'avoir un kakémono de 12 mètres de haut pendant un an sur la façade du Louvre avec mes dessins. C'était un peu l'apothéose. En tout cas, voilà, c'est une carte de visite chic d'être au Louvre, mais c'est très malin de leur part. Et d'ailleurs, cette expo sur la bande dessinée au Louvre, c'était les plus gros scores de fréquentation de la petite galerie. Ils ont vraiment battu leur record à ce moment-là. Mais ils veulent encore faire venir plus de gens au Louvre. On peut pas bouger quand on est au Louvre. C'est ça. Non, mais ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de frénésie, de croissance, ils savent pas être décroissants, il faudrait qu'il y ait moins de gens. En fait, non mais il y a des débats de savoir où est-ce qu'ils vont mettre la Joconde. Moi je dis qu'il faudrait qu'ils mettent la Joconde dans une espèce de cube de verre sur l'esplanade de la Défense, donc ça mettrait déjà le soleil pour éventuellement une partie dans un cube noir en fait, un peu comme voilà, une espèce de temple, voilà. Et du coup, voilà, les gens feraient la queue comme ça en rond autour de la Joconde, et ça libérerait un peu d'espace. Tu peux peut-être inclure ça dans un prochain Silex. Voilà, voilà. Alors on va venir à cette série, on va regarder un petit épisode. Pendant que je prépare l'épisode, est-ce que tu peux nous dire, il y a 5 saisons depuis 2012, comment Arte est rentré là-dedans, et comment toi tu trouves de l'inspiration finalement pour, parce que c'est quand même pas évident j'imagine, de produire à la fois les deux. Comment tu te débrouilles avec ça? Et on va regarder un petit épisode sur le cinéma. Alors ça se nourrit un petit peu les deux, les deux séries. C'est-à-dire qu'au début, la première saison s'était nourrie de mes 2 ou 3 premiers albums. Puis après, en fait, j'écrivais en parallèle la bande dessinée et la série. Et donc des idées venant de l'un, venant de l'autre, s'entre-nourrissaient. Et tu reprenais dans les albums des... Aussi, c'est-à-dire qu'il y avait les deux, c'était un mouvement de navette. Mais il y a des choses qui sont purement audiovisuelles, qu'on ne peut pas vraiment faire passer... il y a des choses où il faut de la musique, où c'est des parodies de films, sur papier ce serait un petit peu ennuyeux. Donc il y a ça, et j'ai fait plein de parodies de films dans Silex and the City, de Godard, de Bergman, de James Bond, des parodies de Tom et Jerry, de films en noir et blanc, ambiance The Artist. Donc il y a plein de choses comme ça. Et voilà, et je continue avec 50 nuances de grec, parce que là, par exemple, il y a une espèce de parodie de Game of Thrones que j'ai fait pour la prochaine saison de 50 nuances de grec. Bon, évidemment, le cinéma, c'est génial alors, pour ça. Avec tout ce que tu fais, où est-ce que tu trouves le temps de regarder tous les trucs que tu parodies? Comment tu te débrouilles pour te cultiver? Alors, je puise dans... Où est-ce que tu trouves le temps? Je puise dans ma vieille culture, pour bonne part, mais aussi... non, un Game of Thrones, c'est pas ta vieille culture. Voilà. Tu avais 8 saisons, quand même, c'est vrai que c'est... Voilà, mais alors... Non, mais parfois, voilà, je suis pas obligé de regarder tout Game of Thrones pour comprendre le truc, mais oui. Non, mais les séries qui sont très chronophages, c'est sûr que j'y arrive pas. Je peux pas suivre une série, c'est trop long. Ben oui. C'est trop long, enfin, il y en a 2-3 que j'ai suivis en tout et pour tout, vraiment, sinon c'est... Mais j'aimerais bien, mais c'est sûr que quand je serai à la retraite, je pourrais faire Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec la série, on va regarder un petit épisode de 3 minutes, c'est qu'effectivement, le modèle de ça, on est vraiment dans le transmédia, puisque c'est sur Internet, c'est sur YouTube, et on peut regarder ça sur son smartphone. Et c'est vrai que ces derniers temps, quand je m'embêtais dans les transports où j'étais coincé, je me regarde un petit épisode de 3 minutes, et c'est vrai que ça fait du bien, parce que c'est... Voilà. Et ça, le modèle est intéressant, donc je vous propose qu'on en regarde un épisode, qui s'appelle Les Cahiers du cinéma. Vous allez tout de suite comprendre le jeu de mots, l'hommage au cinéma, et on a un personnage... choisi exprès. Bah oui, on a discuté ensemble, et effectivement, il me semblait que c'était celui qui était intéressant, voilà, par rapport à notre thématique cinéphile du jour. Voilà, donc ça dure 3 minutes, et... Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Franchement, quand on revoit Bonobo le fou, on se dit que Maurice Godard est quand même un pur génie. C'est canon cette rétrospective organisée par Télérama Pitech. C'est surtout fantastique que Godard soit venu en personne présenter ses films. Je croyais qu'il sortait jamais de sa coquille.
Est-ce que vous pensez que des cinéastes comme Antoine Truffaut ont réellement bouleversé la chaîne alimentaire? Quand on a projeté les 400 poulpes, je me suis dit, soit tu fais quelque chose d'aussi bien, soit tu vas te jeter dans le lac de Genève. Sans la nouvelle vague, je ne vois pas comment les êtres vivants seraient sortis de l'océan primordial. À force de supporter la médiocrité de notre vallée, j'avais oublié à quel point la préhistoire pouvait être passionnante. Quand j'entends tous ces débats, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se fossiliser. Et si on allait lui parler, il pourrait sûrement nous donner des super conseils. Tu crois? Monsieur Godard, excusez-nous, mais avec mon frère, on aimerait vraiment faire quelque chose de nouveau en termes d'évolution. Vous pensez que... L'évolution, c'est l'escroquerie majeure de notre époque. Vous savez, mademoiselle, il faut sortir de son petit confort préhistorique. Mais comment vous faites alors pour la sélection naturelle? Je veux dire, manger, être mangé, ça reste quand même un truc auquel on peut pas échapper. Ne mange rien pour que tout soit différent. Oh non, pitié, on va pas se mettre à déambuler de long en large à travers la caverne avec des cadrages impossibles et des silences qui durent 15 glaciations sous prétexte de promouvoir la modernité paléolithique. Papa, je sais que tu as été traumatisé par ton expérience de cinéma pariétal avec la Scoshima, mon amour. Mais je te promets que cette fois-ci, ce sera beaucoup moins prise de tête que les films de Troglodyte Duras. Prise de tête, Troglodyte Duras? Bon, je suis désolée, j'ai adoré Moderato Invertebré. Oui, bref, on va vous demander d'évoluer, mais cette fois-ci de manière la plus naturelle possible. Adieu le darwinisme académique, place au darwinisme vérité. Ok, ça tourne. Tu le vois, mon pouce préhenseur? Oui, Tu le trouves joli? oui, très. Et mes silex? Tu les aimes, mes silex? Aussi, oui. C'est pas mal, mais on est encore vachement anthropocentré. C'est pas comme ça que j'imaginais l'évolution vérité. Il faudrait élargir le cadre à toute la chaîne du vivant. Et mes défonces. Tu les aimes, mes défonces? Beaucoup. Et ma trompe. Tu la trouves belle? Et ma membrane. Tu la trouves jolie? Oui, je l'aime beaucoup. Et ma mitochondrie. Tu l'aimes, ma mitochondrie? Oui, beaucoup. Et mon cytoplasme. Aussi, oui. Donc rapidement, quand Godard parle, c'est toi qui parles un petit peu ou pas du coup? Ah bah c'est tout le monde, mais en l'occurrence Ouais. celui qui fait la voix de Godard, Ouais. je voulais demander à Godard, mais il était en Suisse, Oui. et c'était compliqué, on n'avait pas le budget pour aller l'enregistrer là-bas et tout, donc finalement c'est Antoine Debec, qui a beaucoup écrit sur le cinéma, qui imite Godard, parce que je l'avais déjà entendu imiter Godard dans une émission radio, et je lui ai demandé de le faire pour l'occasion, et il était assez rigolo quand même. Et alors, c'est un de tes cinéastes préférés ou pas du coup? Comment Non, mais c'est vrai que moi j'ai aussi fait mes études dans le quartier latin où on est là, et ça faisait vraiment partie voilà, des passages obligés d'aller au ciné-club voir les films de Godard. Je l'ai fait entre deux cours de Cagnes. Alors, ce qui est très chouette, c'est que j'ai appris que Godard va venir à la Cinémathèque parler de son travail aussi, donc il va vraiment rencontrer des jeunes apparemment, donc parce que c'est l'ermite quoi. Il vient quand? Parce que je vais en... C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Ouais. Je vais proposer qu'il passe en petit dessin, cet épisode avant Ouais. en fait une projection, ça Non. pourrait être hyper marrant. Ah, Ouais, là, je Ouais, pense oui, qu'il oui. apprécierait Ah, bah, peut-être la Tu question de déconnes. l'humour. Ouais, moi Ouais. je fais des trucs avec la cinémathèque régulièrement, Oui, ils sont ça- sympas. Ouais, ça va là, les il y a faire moyen. Ça va les faire super rigoler. rigoler. Ah, on va faire ça, ouais, marrant. Alors, toujours dans le décalage, depuis 2018, on est dans 51 de grec, hein, donc un album qui va sortir un tout petit peu plus tard, là, le tome 2. Donc avant qu'on regarde un petit épisode, là, toujours là, c'est Charles Pépin, hein, la collaboration que tu as avec lui. Alors, c'est une idée commune tous les deux que vous avez eue? Comment ça s'est passé? C'est un peu comme d'hab, c'est une série qui existait indépendamment de lui, que j'avais commencé à publier sur la mythologie. Et puis on s'est dit on va faire un album à l'image de ce qu'on faisait avec la philo. Tu vas faire des textes a posteriori sur les pages de bande dessinée existantes. Donc c'est ce qui s'est passé pour la bande dessinée. Pour les dessins animés, comme toujours, je suis le seul auteur des textes en fait. Donc on est vraiment là-dessus. Donc indépendant. Alors, bon, il y a 30 épisodes, je crois, sur Arte, c'est ça aujourd'hui? Voilà, il y en a 30 autres qui sont en préparation. Voilà. Hein, d'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est on va voir, c'est tout le petit début, le petit générique, le début. Je vous invite, on va regarder un épisode de 3 minutes, mais là, tu as vraiment fait condenser toute la mythologie grecque. Et ça a été C'était décrypté. dur parce que Comment tu as fait ça, on a 25 secondes pour le Ouais. générique et en 25 secondes il fallait faire un petit peu voilà, l'histoire de la création mythologique. Voilà, donc la théomachie, la théogonie et la théomachie, c'est tout Hésiode en 25 secondes.
Et alors, en quoi cette mythologie grecque aujourd'hui, d'après toi, elle est toujours d'actualité pour éclairer notre monde? On comprend bien en disant... C'est quand même l'humus sur lequel notre culture et notre civilisation s'est forgée. Au-delà des apports judéo-chrétiens, on est quand même vachement formaté par ces représentations-là. Et puis ils avaient ce génie-là de synthétiser toutes les passions humaines en les incarnant en des dieux, en des héros. Et donc en gros, c'est des effets de structure. Moi je suis assez structuraliste finalement. En fin de compte, l'envie, la jalousie, le désir, la force, l'ennui, l'âge, la vieillesse, le pouvoir, la politique, la génération, tout ça est traité, retraité et c'est quelque chose dont on se débarrassera pas. Alors, tu as commencé à faire une série sur la préhistoire, maintenant tu en es au grec. Est-ce que tu vas faire comme Timur, tu vas remonter toute l'histoire de l'humanité? J'adorerais faire une série. Moyen-Âge. J'adorerais faire une série passée au-dessus du Moyen-Âge, peut-être, où il y a des choses déjà faites, mais il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites sur la période des guerres de religion. Et en fait, c'est-à-dire faire une Catherine de Médicis, Henri II, Henri III, Henri IV, avec des personnages qui sont géniaux à dessiner, avec des fraises, des costumes et les décors de l'époque sont incroyables. En gros, faire la Reine Margot, faire du Patrice Chéreau comique, ça m'amuserait. Et demander à Jenny de faire une voix. Ça, c'est un programme, Patrice Chéreau comique. Alors, pour regarder un petit peu, pour se pencher sur la série, j'ai choisi de vous montrer, alors, dans l'album, qui est Silex, donc le dispositif, c'est-à-dire on a une planche, alors c'est une planche qui est assez cinématographique parce qu'on a un zoom arrière sur le personnage effectivement de Narcisse et on a un commentaire de Charles Pépin que je vous lis qui est intéressant parce que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire Charles il dit le jeune et beau Narcisse n'est pas comme on dit souvent mort de s'être trop aimé mais d'avoir trop adoré son image. Le problème en effet n'est pas l'amour de soi aujourd'hui mais la fascination pour une image qui justement n'est pas soi. Donc c'est très intéressant par rapport aux jeunes générations qui consomment des images sur les écrans. Et du coup, alors, tu en fais quelque chose de très juste, c'est-à-dire comment tu arrives à partir de là, donc là c'est quelque chose, il n'y a quasiment pas de texte, donc c'est l'image finale, où Narcisse effectivement est transformé en fond d'écran, et quand le petit film qu'on va voir, il donne presque... Il peut s'intercaler entre les planches du haut et les planches du bas. Donc, comment ça te vient? Est-ce que tu écris les deux en même temps maintenant? Comment tu fais? Non, voilà, là il y avait d'abord la page de BD, effectivement, ça tenait pas 3 minutes, ça tenait 12 secondes si j'en étais... Et donc en gros j'ai développé le sujet et justement la question du rapport à son propre image, aux nouvelles technologies, voilà. Et pour le coup, ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois l'enjeu des voix et des gens qui incarnent le personnage pour le dessin animé est toujours important. Donc là, c'était Antoine Debec jouant Godard. Et en fait, là, le personnage qui prête, la personne qui prête sa voix au personnage de Narcisse, c'est assez drôle et c'est encore une mise en abîme marrante parce que c'est Raphaël Antoven qui joue Narcisse. Et donc, le côté précieux et très narcissique du personnage, c'était marrant de se moquer de lui un petit peu comme ça, et lui-même se moque de lui-même, et pas dupe finalement de son personnage médiatique. Tous ces gens que tu utilises pour les voix, c'est des gens que tu connaissais avant, ou c'est simplement que tout à coup... La plupart du temps, je les ai croisés, c'est pas forcément des gens dont je suis proche ou avec lesquels je suis ami, mais c'est des gens qui ont croisé mon chemin à un moment ou à un autre, et c'est vrai que moi j'ai bossé dans plein de domaines, dans plein de médias, dans plein de choses, donc de le monde politique, scientifique, même du sport, il m'a été donné de rencontrer plein de gens divers. Et puis ceux avec qui j'ai eu un peu des atomes crochus à un moment ou à un autre, je me dis je vais les rappeler, tiens s'ils faisaient ça. Et puis d'autres dont j'ai vraiment besoin que je connais pas, et je me débrouille pour avoir leur contact, et je leur dis voilà ça ne vous dit pas de faire ça, quand j'ai besoin d'un tel ou d'un tel. Mais voilà, Philippe Candeloro, je ne le connaissais pas, mais j'ai fait un personnage de Philippe Candeloro, je me suis débrouillé pour l'appeler, et puis tout de suite il a mordu à l'appât, quoi. Alors on va regarder l'épisode sur Narcisse, mais Narcisse, du coup, c'est un personnage que tu n'utiliseras qu'une fois, ou tu vas le je le réutiliserai, sauf que je le réutilise pas cette année, mais bon voilà, j'en sais rien, Deep ou Méduse ou quoi, elles sont utilisées à travers les saisons, même si c'est pas des dieux tutélaires. Je vous propose de regarder le petit épisode sur Narcisse. Et regardez bien le générique, qui est assez suffisant de cacahuètes. T'as vu les dernières photos de moi que j'ai postées sur mon blog? Ouais.
Mais celle sur Instagram, ça rend bien avec les bouclettes, non? Et sur Facebook, j'ai changé ma photo de profil il y a 10 minutes, t'as vu? Oui. D'ailleurs, ça se fait moyen de se liker soi-même. Je sais même pas comment tu fais ça. En principe, techniquement, on peut pas accéder à cette fonctionnalité. 414 likes de toi-même en 3 jours, c'est un peu trop, non? Ah bah si je devais attendre que ce soit toi qui le fasses, c'est sûr. Autant se transformer direct en statue de marbre. Non mais Narcisse, attends, le prends pas mal. Qu'est-ce que tu lui as encore fait à Narcisse? Je l'ai croisé en train de sangloter devant la glace de l'ascenseur. Hey, mais ça va pas là. Vous pourriez au moins faire attention. Cigarette. Oui, allô, Jean-Marc Héphaïstos, c'est l'appareil. Oui, on a toujours la boutique à Barbès pour débloquer les portables. Mais si vous voulez qu'on vous forge un nouveau smartphone compatible avec Android, il faut qu'on le commande à l'intérieur de l'Etna. Oui, c'est ça. Hé, Wanglin! Oui, monsieur? Est-ce que t'as fini de réparer le lecteur DVD Blu-ray de Madame Bijaoui? Elle m'a encore téléphoné tout à l'heure. Oui, c'est fait. On a aussi amené la GoPro d'Artemis à l'atelier. Bon, c'est bien. Et n'oubliez pas non plus de faire réparer la box de Pandore. Oui, alors vous, c'est pourquoi? On m'a dit que vous sauriez peut-être bricoler ce... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un javelot de 2 mètres? Il y a marqué Héphaïstos de Desforgerons, il n'y a pas marqué Louis la Brocante ici. Non, mais c'est pour mon smartphone. Je voulais voir si vous pourriez en faire une perche à selfie. Tiens, regardez ce qu'il y a maintenant sur l'ancien PC de Narcisse. Ah oui, c'est bien comme ça, c'est un bel hommage. C'est pas mal, non? Oui, ça lui ressemble. C'est terrible de mourir si jeune. Ah bah c'est sûr, ça lui aurait fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est Narcisse, il a été transformé en fond d'écran. Alors, c'est juste une question sur ton rapport aux réseaux sociaux, parce que dans Silex and the City, toute la famille, ils ont des noms liés à l'univers d'Internet. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, est-ce que tu es inquiet, toi, justement, par rapport... tu es papa, maintenant. Tu es inquiet de ce rapport que les jeunes ont aux images et qui peuvent les phagocyter à ce point-là? Moi, je suis inquiet de tout. Hein. Ouais. De toute façon, ça fait partie du lot. Mais bon, moi, je suis un peu nul en réseaux sociaux. J'ai jamais eu Facebook et tout. Alors, je me suis senti un peu obligé de créer un Instagram et un Twitter, un peu comme vitrine, pour prévenir, justement, pour avertir les gens des différentes sorties d'albums ou des événements. Mais c'est vrai que ça reste très marginal par rapport à mon travail, alors qu'il y a d'autres auteurs. On a 10 ans de différence, hein, et on voit qu'il y a un saut de génération. Déjà, c'est des gens qui dessinent massivement sur tablette, qui ne sont pas directement sur papier. Puis effectivement, qui existent énormément dans les réseaux sociaux. Je pense à une Mario Montaigne, par exemple, qui, elle, vraiment a créé un univers, d'abord dans un monde virtuel, avant de faire des vrais livres en papier, et qui est énormément suivi comme ça. Moi, je ne sais pas vraiment le faire, en fait. Je suis toujours à côté de la plaque, j'ai toujours un train de retard. Je me force un peu, histoire de ne pas être complètement coupé de ça. Mais c'est pas... c'est ni mon plaisir, ni mon intérêt particulier. Alors, on sent que tu es très intéressé par la mythologie, puisque dans un épisode que vous pourrez voir sur YouTube Arte, parce qu'on n'a pas de DVD encore des Grecs, non. Il y en a pour Silex, mais... Ouais. Mais une vraie question finalement, est-ce que le modèle transmédia qui est choisi, c'est-à-dire de les publier aujourd'hui directement, parce qu'ils sont accessibles légalement, on est d'accord. Oui, il y a le replay d'Arte, voilà, et une chaîne YouTube dédiée d'Arte. Est-ce que ça tue pas du coup la chronologie classique des médias, c'est-à-dire DVD Non, mais je crois que les DVD, plus personne n'en achète de toute façon. Donc même si on était gelé sur du DVD pendant quelques années avant de passer sur Internet en gratuit, personne ne les achèterait. Qui a un lecteur DVD, c'est plus pratique, contemporaine. Donc on le fait pour vraiment un truc collector, pour les grands fans, les aficionados, mais sinon ça n'a plus vraiment de sens. Au contraire, moi je suis content quand ça circule à fond sur Internet, c'est gratuit, que les gens se repassent. Et bon, les modèles économiques, pour moi, ça me rapporte rien, ces trucs-là, le fait que ça passe sur Internet. Mais en revanche, le fait que les gens se familiarisent et se mettent à aimer la série, il y a plus d'1 million de personnes qui regardent à chaque fois le soir ma série.
s'il y a une partie de ces gens qui vont acheter la bande dessinée, là pour le coup, je gagne des sous en tant qu'auteur, parce que les gens achètent la BD, parce que l'économie du livre est encore plus ou moins quelque chose de rémunérateur pour les auteurs, plus ou moins. Mais en tout cas, par rapport à la gratuité qu'il peut y avoir sur Internet, c'est quand même appréciable. Alors, dans un des derniers épisodes, on voit effectivement les bronzés, les Grecs, qui vont rencontrer les Égyptiens avec une ouverture sur la mythologie égyptienne. Donc là, tu cumules les difficultés, parce qu'effectivement, donc c'est quelque chose qui va se redévelopper, tu vas faire connecter avec d'autres mythologies. On voit vraiment un intérêt pour toutes ces histoires mythologiques chez toi. Oui, de toute façon, il faut l'altérité, il faut bien trouver un moyen de la mettre en scène, autant de la mythologie, et donc effectivement, il y a d'autres gros blocs de civilisation qui ont vraiment des systèmes cohérents et passionnants, et donc ce choc des cultures, c'est marrant. Là, dans la saison 1, ils allaient en Égypte en vacances. Dans la saison 2, ils font un spring grec à Cancun. Et donc, ils vont à la rencontre de la mythologie précolombienne et ils se lancent dans le trafic de drogue. D'accord, il y a cette idée d'universalité. Ok. Bon, et bien écoute, je crois qu'on arrive au terme de notre partie rencontre. Je pense que vous allez. Est-ce que le public à ce stade-là a des questions à poser à Jules, éventuellement, sur son travail ou sur. Le public est timide, mais le public va pouvoir jouer. Alors, on va poser des questions, des questions sur le rapport entre. Yves va vous distribuer généreusement aux heureux vainqueurs. Non, il faut qu'ils répondent. Ils répondent avant. Donc, Jules n'a pas le droit de jouer, mais tu pourras éventuellement répondre si personne ne répond. Alors, la première question, c'est effectivement, on est d'accord que dans Sex Silex and the City, mais je vais demander non pas le nom, parce que le nom il est très évident. Je veux vous demander les références exactes de quoi s'agit-il. Donc Silex and the City, c'est inspiré de quoi? Est-ce que c'est inspiré d'une série télé, d'un film? Et il me faudrait de préférence le nom du réalisateur. Alors là, c'est un peu compliqué, mais je vous laisse réfléchir. Même moi, je ne sais pas répondre. Ça va être intéressant de poser la question. Alors, peut-être que vous allez pouvoir me dire, est-ce que c'est une série ou un film, et à peu près les années, les saisons? Les pierres à feu. Pierre à feu, dit monsieur. Alors, est-ce que j'ai en un sens, c'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Les Flintstones. Et les Flintstones, ce qui est marrant, c'est que donc c'était ce dessin animé préhistorique, il est plus pour les enfants. Je crois que c'était Hanna-Barbera. Et le truc, c'est que ils ont fait très peu d'épisodes. Je crois qu'il y a peut-être 60 épisodes en tout et pour tout. Et encore aujourd'hui, c'est célèbre mondialement. Donc à l'époque, en 60 épisodes, on pouvait conquérir la Terre. Et ils ont des parcs d'attractions Flintstones, etc. aux États-Unis. C'est un truc qu'on connaît du pôle Nord au pôle Sud. Et il n'y a pas eu tant d'épisodes. Moi, j'ai fait 180 épisodes de Silex and the City. J'ai pas la notoriété des pierres à feu. Alors, le titre fait quand même plus référence à quelque chose que j'ai failli encore faire un lapsus. J'étais à deux doigts. Mais alors, je l'ai fait même. Alors, donc, si vous avez bien écouté, vous l'avez dit. Je l'ai dit même. Alors, donc, du coup, si vous avez écouté. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu, monsieur? Vous avez entendu c'est une référence à. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une série? C'est un film? Jamais vu. Je sais que c'est passé, que ça a cartonné. Alors, si vous voulez gagner la revue, là, il faut être plus précis. C'est une série ou un film? Alors, série à la base et film. Parce qu'il y en avait deux qui se alors, madame dit ressemblaient, là, je crois. Il y avait Desperate Housewives et puis il y avait Sex and the City. C'était avant. Alors, madame a été plus rapide que vous. Elle a dit série d'abord et film après. Alors, le film. Bon, est-ce que tout le monde sait que c'est un film de Michael Patrick King en 2008? Non. Qu'il n'a pas laissé ça. Oui, peut-être tant mieux de ne pas le connaître plus. Je crois que c'était un des ministres de Macron 1 du premier gouvernement, en fait, mais il n'a pas. Donc on va valider le fait que madame a gagné un numéro. Je crois qu'on va être généreux. Voilà. Alors, est-ce que tu t'es tapé toute la série ou pas? Non, pas forcément. Toutes les filles de la série. Non, c'est pas, il y a des grosses chieuses dedans, donc c'est peut-être pas un cadeau, je sais pas. Non, vraiment, alors là, c'était du pur parasitisme de titre. Oui, et ça a finalement un rapport très très lointain à la série. Ça, je pense que le contenu n'a rien à voir avec le. Peu. Guerre. Alors, on continue maintenant sur 50 nuances de grec, avec quand même effectivement la libido des dieux grecs, elle est quand même assez pas mal. Alors là, le lien avec la référence est un peu plus avéré. Alors, on va deviner la référence. Alors, moi, celui qui va gagner la revue, c'est de dire, il y a un film, et le film, effectivement, peut-être, il y en a 3 films, alors, il faut me donner les noms, et peut-être le roman, parce que le phénomène, là, c'est plus un roman. Et si quelqu'un a le nom, à la fois le nom du roman, et le nom de l'auteur, et il gagne... Et pareil, c'est pareil. Alors, messieurs, dames...
un amateur de romans porno soft, on appelle ça? Non, Oui, je l'ai pas lu. Porno de la mammifère de moins de 50 ans. Voilà, le mammifère de moins de 50 ans. C'est très pompé sur Diderot, il faut quand même. Oui, avec tout un truc sur le BDSM qui est très à la mode, où on met ça un peu à toutes les sauces maintenant. BDSM, on dirait une association de fans de bande dessinée. Ça pourrait faire attention. Ouais. Faudrait faire attention de ne pas dériver. Ouais. Alors, messieurs, dames, personne n'a lu ce chef-d'œuvre de la littérature. Bon. Alors, Sam Taylor Wood, 2015, et le livre c'est James. Voilà. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Voilà. Ça va? Et donc, c'est voilà, 50 nuances de... Voilà, et vous avez même des gens qui organisent des soirées. Vous voyez, le VIP Club à Paris a fait une soirée spéciale 50 nuances de Grey. Voilà. Bon, donc, toi, le rapport, tu as lu tout ça, vu tout ça ou pas du coup? Un petit peu aussi. Une fois, je l'ai lu au départ par-dessus l'épaule d'une mère de famille qui voyageait dans le TGV avec moi. Tout rapport. Très bien. Et vraiment la mère de famille, gâteau, un peu grassouillette, avec je sais pas combien d'enfants, et qui lisait ce truc. C'est outrageant. C'était vachement hot. Et voilà, ça m'avait intrigué à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans cette série, quel est le dieu le plus libidinique dans ta série? Ils sont tous. Là, dans la saison 2, il y a tout un épisode qui s'appelle #MeToo. C'est le mouvement Balance ton temps en fait, donc Pan, Dionysos, Zeus, Apollon, Hermès, ils ont tous violé, harcelé au kilomètre, donc c'est un signe distinctif de toute cette mythologie. Ouais, tout à fait, donc on est en plein dedans. Alors maintenant, on va venir sur ton travail sur Lucky Luke avec effectivement derrière cette image, le premier Lucky Luke que tu scénarises, La Terre Promise, un personnage qui renvoie à un film, un chef-d'œuvre du 7e art, du film comique, et c'est un de tes films préférés. Donc la personne qui trouve va lever le doigt pour dire la référence du film. Alors, on va laisser... alors la préférence va aller au public, parce que les organisateurs du festival n'ont pas le droit de jouer, on leur offre des revues sans problème, mais dans le public... On dirait Rabbi Jacob. Là, je crois que monsieur a gagné. C'est pas compliqué. Ah ben oui, vous savez, on ne sait jamais. C'est pas très élitiste ces questions. Parce que s'il y avait eu des jeunes, est-ce que Rabbi Jacob est connu des jeunes générations? Oui, je crois que ça passe. Ça passe sans arrêt. Ça passe 50 fois par an à la télé. Alors, monsieur, on va aller jusqu'au bout. Qui est le réalisateur? Vous avez gagné quand même, mais qui a réalisé ce film? Dans quelle année? On va pouvoir répondre. Dans le même, c'est celui qui faisait tous les Luc Funès, Gérard Henry. Ouais, Gérard Henry. Et c'était quelle année dans le public? Allez, tout le monde en la... C'est vieux quand même. C'est presque aussi vieux que moi. Quelle année? Oui, madame a gagné, on a des cinéphiles quand même. Gérard Henry. Allez, on vous redonne, on est vraiment très généreux aujourd'hui. On dilapide les revues. Donc 73. Alors Jules, ce film-là, Louis de Funès, c'est culte pour toi du coup? Ah oui, moi j'ai adoré ça. Louis de Funès et Pierre Richard, c'était les deux grands comiques français que je suivais sans faillir à la télévision quand j'étais petit, que mes parents me laissaient regarder, veiller le soir quand ça passait. Sinon les autres, j'avais pas peur. Et celui-là, c'est quand même un des meilleurs de Funès. Ouais, mais ça et La Folie des Grandeurs que j'adore. Oui, ces deux-là sont vertigineux. Très rigolos. Ouais. Alors après, avec les difficultés que tu as eues, je sais quand l'album est sorti, sur la question de l'humour juif, il y avait une émission télé où tu n'avais pas été épargné sur est-ce qu'on peut faire rire de ça? Est-ce qu'on n'est pas dans les clichés? Comment tu t'es en fait, c'est passé assez bien parce que vraiment j'aime bien affronter ce genre de truc et puis finalement c'est une source très riche de mise en perspective. Là, c'était une émission télé, c'était avec Yann Moix, le dessinateur nazi bien connu du public. Donc c'était biaisé, on n'a pas été biaisé. Voilà, donc c'était perdu. Alors, il y aurait une rumeur comme quoi tu préparerais la suite de Rabbi Jacob. Ouais, c'est plus qu'une rumeur. C'est vrai qu'avec Daniel Thompson, on a un projet de faire une suite à 40 ans après qui s'appelle Rabbi Jacqueline. Avec une fille à la place. Louis de Funès étant irremplaçable, on s'est dit il fallait vraiment décaler complètement le truc. Et donc c'est très difficile, c'est un peu l'Himalaya de l'humour. Alors on y va à petits pas, ça sera prêt quand ça sera prêt, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Il y a une idée du rôle principal? On a plusieurs idées, mais bon, c'est secret, évidemment, c'est des secrets industriels. Voilà, mais écoute, on est curieux de voir ça quand même, parce que honnêtement. Et est-ce que tu as par rapport à le projet Silex, il est plus abouti il est peut-être plus en route ou pas? Il est plus facile parce que je suis un peu tout seul, alors que sur Rabbi Jacob, j'ai plein d'interlocuteurs, c'est plus un alambic. Voilà, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, il y a 1000 trucs en route, c'est ça le problème. Alors, il faut savoir tout ce qu'on va réussir à faire en temps et en heure. Avec l'idée aujourd'hui qu'effectivement, beaucoup de gens qui sont scénaristes, qui travaillaient pour le cinéma, se mettent à travailler pour la BD, parce que et vice-versa. Alors,
Est-ce que du coup, ce travail pour le cinéma, là, ça sera la première fois que tu te vois dans un film, finalement, comment tu l'appréhendes et quelle est la recette? Aujourd'hui, il faut séduire qui pour faire un film? Je ne vais pas essayer de faire de la recette. Ensuite, il faut séduire des producteurs pour qu'ils donnent de l'argent. Ensuite, le public, on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Un long métrage Silex and the City, comme d'ailleurs Rabbi Jacob, évidemment, mais pour parler de Silex, ils savent qu'il y a des millions de spectateurs qui ont vu, aimé, suivi la série pendant des années sur Arte. Donc ça fait une espèce de base. Faire un dessin animé qui est déjà connu, dont l'univers est déjà connu par des millions de personnes, par rapport à faire un dessin animé entièrement inédit où il faut conquérir et convaincre et avertir des gens, c'est plus facile. Donc c'est plus facile à produire évidemment parce qu'il y a eu ces 180 épisodes précédents. Oui, ça fait un bon CV de base, effectivement. Alors, l'actualité, c'est Silex 2 en livre, c'est ça bientôt? Silex 2, non, 50 nuances de grec. Ouais, 2. Le tome 2 en novembre. Ouais, ça c'est le prochain truc. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux personnages pour nous? Il y a plein de nouveaux personnages qu'on n'avait pas du tout traités tous les dieux. Et donc Apollon était absent du premier tome, Aphrodite, Hypnos, les Furies, il y a plein de personnages, Méduse, qu'on met en scène dans ce tome 2. Et puis évidemment le mouvement des toisons jaunes, avec Jason et les Argonautes qui bloquent les ronds-points à la sortie de Corinthe, le mouvement MeToo, voilà, il y a plein de choses qui font référence à des choses aujourd'hui. Très bien. Merci. Vous n'avez pas une autre question? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Toi, tu as une autre question? Non, mais comme il me restait 2 exemplaires. Moi, j'en veux bien. Eh ben, on va remercier Jules, on offre la revue aussi. Merci à vous. Voilà, merci pour votre attention. Donc, nous avons un petit verre à boire, et puis Jules va être disponible jusqu'à 13h, pas plus, je crois, pour quelques dédicaces. Si exactement. Voilà, merci à tous pour votre présence. Et vous retrouvez les émissions sur la chaîne YouTube de Papier Nickelé. Merci à vous. D'accord. T'as vu les dernières photos de moi que j'ai postées sur mon blog? Ouais. Et celles sur Instagram? Ça rend bien avec les bouclettes, non? Et sur Facebook, j'ai changé ma photo de profil il y a 8 minutes, t'as vu? Oui. D'ailleurs, ça se fait moyen de se liker soi-même. Je sais même pas comment tu fais ça. En principe, techniquement, on peut pas accéder à cette fonctionnalité. 414 likes de toi-même en 3 jours, c'est un peu trop, non? Ah bah si je devais attendre que ce soit toi qui le fasses, c'est sûr! Autant se transformer direct en statue de marbre. Non mais Narcisse, attends, le prends pas mal! Qu'est-ce que tu lui as encore fait à Narcisse? Je l'ai croisé en train de sangloter devant la glace de l'ascenseur.